Donc, l'enregistrement va pouvoir démarrer sur cette présentation de l'appel à projet, donc veille territoriale et sectorielle sur l'emploi, la formation, l'orientation mobilisant des données massives, donc de type Big Data. Donc, comme je vous disais, on va faire une présentation de l'appel à projet, un focus sur le plan de financement et les modalités de candidature. Donc, c'est un appel à projet qui fait partie du programme européen dont l'autorité de gestion est la Normandie. Donc, on est sur la priorité 6, l'OS 4.7. Et on a pour cet objectif spécifique 49,1 millions d'euros, mais qui intègre toute la partie formation et notamment la partie formation des demandeurs d'emploi. Pour cet appel à projet, l'enveloppe FSE+ programmable est de 500 000 euros, avec un taux maximum d'intervention de 60%. Par contre, on a une spécificité, c'est-à-dire que le montant maximum de FSE+ par projet qui peut être programmé est de 200 000 euros. On a ouvert donc cet appel à projet le 17 juin. Il est ouvert jusqu'au 30 septembre 2024. Et les bénéficiaires éligibles, vous les avez listés là, les collectivités territoriales, les établissements publics, les associations, les entreprises ou des GIP. Les actions éligibles. C'est la mise à disposition de données emploi, formation, orientation actualisées en temps réel dans une logique de big data, permettant ainsi une veille sur les grandes tendances et aussi les signaux faibles pour accroître l'efficacité des interventions et des accompagnements de tous les publics. On a plusieurs obligations par rapport aux actions qui seront éligibles. La première, c'est qu'il s'agit d'actions pluriannuelles, donc minimum sur 3 ans, qui doivent concerner plusieurs secteurs d'emploi, en ce qui concerne les enquêtes. Et on doit avoir une mise à disposition des livrables, que ce soit services, données, synthèse, études, à titre gracieux à l'ensemble des acteurs normands intéressés. Le public cible, eh bien, c'est bien entendu pouvoir outiller tous les publics, mais plus particulièrement les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Donc là, ce sont vraiment les actions qui sont éligibles à cet appel à projet. Les critères d'éligibilité, attention, ils sont cumulatifs. Ce sont tous, chacun de ces critères qui doivent être cochés, entre guillemets. Donc, contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans le programme FSE+, donc l'objectif 4.7. Comme je le disais tout à l'heure, un projet pluriannuel concernant plusieurs filières, donc plusieurs secteurs d'emploi. Après, ça peut être un projet avec des actions qui se succèdent et qui viennent permettre des études sur des secteurs d'emploi différents. Le porteur devra démontrer son accès aux données avec des conventions de partenariat. Prévoir la mise à disposition à titre gratuit des livrables. Et respecter les principes horizontaux, qui sont les principes horizontaux des fonds européens. Donc, le projet et la structure doivent respecter ces principes, donc l'égalité des genres, lutte contre les discriminations, promotion du développement durable. Le porteur devra pouvoir démontrer sa capacité administrative et financière à porter le projet, et en particulier à le préfinancer, puisque c'est la particularité des fonds européens, où l'aide européenne intervient en fonction des dépenses acquittées. Et le projet ne doit pas être achevé au moment du dépôt du dossier, sachant que pour cet appel à projet, les dépenses sont éligibles à compter du 1er février 2024 pour des projets qui ont potentiellement déjà démarré, mais qui ne sont pas achevés au moment du dépôt. Alors, les critères de sélection de l'appel à projet. Chaque projet qui sera déposé et qui sera recevable sera évalué et noté selon ces critères de sélection, donc qui sont présents bien sûr dans le cahier des charges. On va regarder d'abord la contribution à la stratégie du CPRDFOP SRFSS. Donc, ça, c'est sur 20 points. La typologie des données produites, donc la complétude de la donnée EFOP multisectorielle et à rayonnement régional et territorialisé. Les livrables,
avec, on veillera à ce qu'on ait une innovation, pardon, la veille en temps réel, pour avoir une data visualisation, des outils adaptables, modulables, l'essaimage et enfin, en quoi la solution qui pourra être proposée est bien un outil d'aide à la décision. Donc, tous ces éléments, chacun de ces éléments, ces critères de sélection seront intégrés dans un avis d'opportunité et les projets qui obtiendront moins de 50 points ne seront pas retenus. Au-delà des 50 points, on retient les meilleurs projets en fonction de l'enveloppe attribuée au cahier des charges de cet appel à projet. Donc, la sélection des projets et l'attribution de l'aide FSE+, on va d'abord donc sélectionner les dossiers complets et éligibles à partir des critères que je viens d'énoncer et de leur pondération. Et ensuite, on aura une instruction par le service Fonds européen pour la formation de la DFTLV. Dans un premier temps, cette sélection et les dossiers instruits seront présentés pour avis au comité régional de programmation, puis en validation et attribution de l'aide en CP du conseil régional, ce qui permettra une convention de financement FSE+, et donc à enclencher par la suite, par le porteur, les demandes de paiement. Soit directement un solde, soit on peut avoir une ou plusieurs demandes de paiement intermédiaires. On a un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 30 septembre. Ça veut dire qu'on va avoir sélection et instruction jusqu'à fin 2024 et il faut compter plutôt une programmation sur tout début 2025. Chose importante à noter, toute modification dans la réalisation de l'opération conventionnée doit faire l'objet d'une demande d'avenant sur les fonds européens et avant une demande de paiement. Alors, quelques petits points de vigilance. Donc, le projet ne doit pas être achevé. La demande d'aide doit être déposée par l'entité qui porte le projet et qui supporte les dépenses. Le porteur doit avoir la capacité administrative et financière, mais aussi bien démontrer qu'il a une comptabilité séparée pour identifier les dépenses et recettes directement liées à l'opération. Tout ça, c'est vérifié lors de l'instruction. Les dépenses seront donc éligibles à compter du 1er février, c'est-à-dire en fonction de la date de démarrage de l'opération et jusqu'à la date de fin de réalisation. Les dépenses éligibles, elles sont éligibles si elles sont directement reliées à une opération éligible. C'est pour ça que quand on dépose une demande, il y a besoin d'une description argumentée de l'opération où on retrouve également les modalités de mise en œuvre des actions et donc les moyens nécessaires, qu'ils soient humains ou matériels. Les dépenses présentées ne doivent pas faire l'objet d'un double financement européen. Donc, bien vérifier cela, qu'on n'ait pas un risque de confusion ou de double financement, et notamment avec un financement européen qui pourrait être du FSE géré par la DRITS. Estimer le budget prévisionnel de projet de façon juste et établir bien sûr un calendrier qui soit réaliste. Toutes les informations sont sur le site Europe en Normandie et notamment le kit pour mes démarches et le questionnaire avant de commencer. Alors, les autres points de vigilance, c'est la réglementation de la commande publique pour les structures qui y sont assujetties. Simplement, ça sera à justifier si on a bien des dépenses qui sont prises en compte au réel et non pas si on applique un forfait dont on parlera tout à l'heure. L'absence de conflit d'intérêts des différents intervenants sur l'opération et puis tout ce qui va être lié à la réglementation des aides d'État. Donc, pendant l'instruction, on vérifie si l'opération relève de la réglementation des aides d'État, c'est-à-dire s'il s'agit d'une aide publique qui crée un avantage menaçant de fausser la concurrence. Et le cas échéant, on applique un régime exempté. Si justement on applique un régime exempté, il y a nécessité dans ce cas-là de démontrer l'effet incitatif de l'aide.
Et pour cela, et pour sécuriser les dossiers, on conseille très très fortement d'adresser une pré-demande pour les opérations qui démarreraient avant le dépôt sur EDA. Cette pré-demande peut valoir, on va dire, comme justifiant de l'effet incitatif de l'aide européenne. Donc, respecter aussi les obligations, bien sûr, liées au financement européen, que ce soit les respects des principes horizontaux, mais aussi les obligations de communication et de publicité de l'aide, alors qu'elle soit régionale et européenne. Pourquoi? Parce que la région étant autorité de gestion, on ajoute bien sûr le logo de la région, et ce, dès le début de l'opération. Donc, si on a une opération qui a déjà démarré, il faut le faire le plus tôt possible, de manière à ce qu'on ait des justificatifs de communication et de publicité qui soient anticipés. Ils seront demandés avec les demandes de paiement. Toutes les informations et les logos, ils sont disponibles aussi sur le site Europe en Normandie. Donc, tous les éléments pour accompagner les porteurs, il y a le site Europe en Normandie, le guide du porteur qui se trouve sur ce même site. Et puis, pour faire un lien aussi avec des projets qui pourraient répondre à des appels à projets sur le PON, le Programme opérationnel national, on a le lien là vers le site de la DRITS. Le cahier des charges de l'appel à projet est bien sûr sur le site, toujours Europe en Normandie, sur la page orientation, formation, emploi. L'adresse de contact pour toute demande de renseignement est celle-ci, aap-fse-formation@normandie.fr. Le webinaire et son replay seront également disponibles sur le site Europe en Normandie. Alors, les modalités de dépôt des candidatures. Toutes les candidatures doivent être déposées avant le 30 septembre sur l'espace des aides. Pour vous accompagner, si nécessaire, il y a un pas à pas dans le guide des aides, dans le guide du porteur. Et pour toute question d'usage technique de la plateforme Espace des aides, il y a un numéro qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Au niveau des services et notamment du service instructeur, ils ne pourront pas aider sur la plateforme de dépôt des aides. Et nous n'avons aucune vision, bien entendu, de la candidature tant qu'elle n'est pas officiellement déposée. Petit point de vigilance, bien sélectionner le bon téléservice du bon appel à projet, parce qu'on ne peut pas récupérer les données si ce n'est pas saisi sur le bon téléservice. Il y a plusieurs... Excusez-moi, Oui, est-ce que je peux vous interrompre juste, parce que comme il y a oui. beaucoup d'infos pour des premières interrogations sur cette première partie de présentation, ou alors est-ce que vous préférez que je vous questionne tout à la fin? Est-ce qu'on peut faire les questions tout à la fin? Bon, C'est pas d'accord. gênant. Là, c'est bientôt terminé. De toute façon, le PowerPoint, il va être disponible aussi. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Donc, ce qu'il faudra bien, c'est sélectionner le bon téléservice et sur l'espace des aides, aller sur, par exemple, Mes aides, et il suffira de taper les premiers mots et on retrouve le bon téléservice. Il y aura aussi le lien sur le PowerPoint. Et également, petite information, comme je disais tout à l'heure, attention, les critères d'éligibilité sont tous cumulatifs. Donc, tout simplement, il va falloir aussi pouvoir être en capacité de répondre oui à chacun de ces critères pour pouvoir avancer dans le dépôt de la demande. Bien vérifier l'exactitude des informations, les documents administratifs, enregistrer en cours de saisie et surtout ne pas omettre de transmettre. Voilà pour le dépôt de la demande. Sur le plan de financement, attention, bien notifier qu'il n'y a pas d'avance FSE+, même s'il est possible de solliciter en plusieurs acomptes, comme je disais tout à l'heure. Les dépenses éligibles doivent être absolument nécessaires et rattachables à la mise en œuvre de l'opération.
Pouvoir être justifié par des pièces comptables, probantes, et des pièces non comptables. Les ressources, puisqu'il peut y avoir des ressources pour chaque opération, elles doivent être identifiées dans le plan de financement déposé et complémentaires au soutien européen. Pour rappel, à nouveau, les dépenses éligibles et les ressources pourront être prises en compte à compter du 1er février 2024. Bien identifier les dépenses directes qui sont éligibles. Alors, ce sont les dépenses de personnel, hein. La rémunération qui est prise en charge par le porteur. Le temps minimum consacré à l'opération doit être de 10%. Et elles sont justifiées sous présentation des bulletins de paie et des lettres de mission sur l'opération. Ça peut être aussi des dépenses de prestations externes et d'autres coûts directs, comme des frais de déplacement, des achats de fournitures, etc. On a aussi les dépenses indirectes, c'est-à-dire ce sont les dépenses qui sont nécessaires pour réaliser l'opération, mais qui ne sont pas directement liées dans la mise en œuvre de l'opération. Donc ça peut être une partie, hein, bien sûr, des dépenses administratives, de frais de gestion, de recrutement, de comptabilité, de nettoyage, etc., qui font partie finalement des frais de structure, mais dont une petite partie est nécessaire pour réaliser une opération. Et on pourra utiliser ce qu'on appelle les options de coûts simplifiées. Ces OCS, ça permet d'alléger la charge administrative, mais surtout de sécuriser les paiements. Donc, au dépôt de la demande, il faut présenter un plan de financement au réel, c'est-à-dire qu'on met toutes ces dépenses qui sont liées à l'opération. Et lors de l'instruction, c'est le service en charge qui applique une OCS disponible et uniquement lorsque ça s'avère justifié et pertinent. Donc, il aura deux possibilités. Soit il prend l'ensemble des dépenses de personnel et il applique un taux forfaitaire de 15%. Donc 15% des dépenses de personnel, et ça doit couvrir l'ensemble des dépenses indirectes de l'opération. Soit on prend le montant des dépenses de personnel et on calcule 40% de ce montant et ça doit couvrir l'ensemble des autres coûts de l'opération. Donc, à ce moment-là, n'est à justifier au moment des demandes de paiement le coût des dépenses de personnel. Donc, on aura à justifier que les dépenses de personnel et on appliquera 40% pour couvrir tous les autres coûts de l'opération. De toute façon, pour toute opération qui présente un coût inférieur à 200 000 €, on est obligatoirement obligé d'utiliser une de ces deux OCS. Ça, c'est réglementaire et c'est au niveau des règlements fonds européens. Voilà, j'en ai fini pour les informations. Je finis sur les informations et les contacts, sachant que de toute façon, tout ce qui va être plan de financement, etc., au moment de l'instruction de l'opération, l'instructeur revient vraiment vers le porteur, hein. Il repose des questions, il a tous les éléments nécessaires à partir du moment où, effectivement, le projet est éligible et est sélectionné.